J'ai listé en bas les collègues qui participent au projet photovoltaïque, mais j'ai oublié Alain. Je ne sais pas où il est. Mais Alain, il participe aussi à Flotix. Donc, Fanny nous parlait hier de la responsabilité du CO2 anthropogénique sur le réchauffement climatique. Et voilà, et cette production de CO2 massive, elle est due à un usage intensif des énergies fossiles. Et donc, il y a un certain consensus social et même politique, d'où besoin de transformer la production d'énergie vers une énergie décarbonée. Donc la France est dotée d'un cadre réglementaire. On a une loi d'accélération des énergies renouvelables depuis 2023, un plan pluriannuel de l'énergie avec le but d'atteindre une neutralité carbone en 2050, promouvoir les énergies dites renouvelables, réduire la consommation énergétique, donc chouette, ça marche bien. Sauf que il y a un petit conflit potentiel puisque les énergies renouvelables, l'emprise qu'elles prennent sur le territoire est plus important que les énergies fossiles. Il faut faire des choix, c'est pas grave. Mais on voit sur ces graphiques-là comment les différents scénarios sur lesquels l'ADEME joue pour 2050 montrent que c'est la barre bleue en fait, la prise sur le territoire, sur les espaces naturels agricoles et forestiers. On devrait multiplier par 5 voire 7 la superficie qui est aujourd'hui occupée par des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs nationaux. Et donc, du coup, la réflexion, c'est. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit voilà, on va regarder le plan d'eau puisque c'est plutôt improductif. Donc, cette technologie des photovoltaïques flottants, ça a commencé à être développé en 2008. C'était les idées au Japon. Mais vraiment, le premier central, ça commence à partir de 2013. En 2021, il y avait 3 gigawatts installés à un taux de croissance poussé par l'Agence internationale d'énergie de 20% par année. On doit être autour de 100 gigawatts, à peu près au niveau international. Il y a une publication récente de Regina Nobre, 2024, qui listait, déterminait qu'il y avait plus ou moins, à cette date-là, 643 installations, avec un taux de recouvrement autour de 30% en moyenne, tous les continents confondus. J'ai fait une moyenne un peu à la louche. Très probablement, il y a plus de projets aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Donc, par rapport aux impacts potentiels, vous connaissez tous un peu que c'est l'énergie solaire, l'énergie du vent, qui alimente, qui influence beaucoup de processus écologiques qu'on retrouve dans la production primaire, le métabolisme, finalement les réseaux trophiques, les échanges avec les écosystèmes terrestres adjacents. Et on peut imaginer, bien sûr, que si on installe des panneaux, on va déjà réduire la quantité d'énergie solaire et l'emprise du vent sur le plan d'eau, et ça va potentiellement avoir des conséquences. En plus, il faut se rendre compte que pour installer les panneaux, ils vont devoir dégager la végétation autour du plan d'eau pour faire glisser les silos de flotteurs avec les panneaux. Donc, il va y avoir aussi une modification du milieu terrestre adjacent. Donc, un des projets dont je vous parlais tout à l'heure, le projet Soleil, il fallait faire une synthèse des impacts potentiels. C'est Regina Nobre, la postdoc qui travaille dans les laboratoires de Julien Cousso-Rocher. Donc, ils ont publié en 2023 la première synthèse sur la connaissance des impacts photovoltaïques flottants sur les plans d'eau. Et donc, ils ont déterminé que les impacts potentiels iraient du niveau individuel. Donc, on peut s'attendre à que si on modifie la température, le vent, l'énergie solaire ou même les activités d'exploitation et de maintenance des déploiements des centrales solaires, par exemple, on pourrait au niveau individuel modifier les taux métaboliques. On augmente, on diminue la température, ça va jouer. Au niveau population, la capacité de dispersion des individus, des interactions de prédation, bien sûr, parce qu'on crée aussi des néo-habitats sous les flotteurs, par exemple. Et au niveau des communautés, bien sûr, la structure de la communauté. Et au niveau des écosystèmes, les rythmes métaboliques. Et aussi des interactions entre les écosystèmes que j'ai vous. L'information dont on dispose aujourd'hui au niveau global, la production scientifique sur
ces sujets, ça se base plutôt sur des approches de modélisation. Donc, il y a un manque criant des données empiriques. Il y a voilà, des modèles qui proposent voilà, une réduction, par exemple, autour de 3 degrés de température sur les panneaux. On a montré déjà que sous les panneaux, il y a une réduction de 88%, par exemple, de la radiation solaire ou de 57% pardon, de l'emprise de vent. Il y a des choses intéressantes. Il y a des modifications, par exemple, sur la communauté phytoplancton qui, par exemple, il y aurait, selon une chose intéressante en fait, c'est de savoir que si on recouvre avec un taux de recouvrement plus important, les impacts a priori vont être plus importants. Donc on voit qu'autour de 40-60% des recouvrements, c'est là où les choses sont les plus graves a priori par rapport à la production primaire. Et si on regarde entre 0% et 5% de recouvrement, selon les modèles, il y aurait aussi des changements dans la communauté des phytoplanctons au niveau des grands groupes. Donc voilà, je vous ai dit, il y a un manque criant de données empiriques et c'est là où l'action du pôle, l'action de l'EFB, l'action des collègues qui travaillent sur la question s'est mis en jeu. Et depuis 2020 à peu près, il y a eu le projet Sol Lake que je vais vous présenter en fait, qui a été après financé par la suite par l'ADEME, aussi par une bourse Curie pour Regina, et qui finit en 2025. Regina va intégrer l'AFB pendant 6 mois pour travailler sur ce type de questions. Il y a une suite de ces projets Sol Lake dont la convention vient d'être signée il y a un mois et demi à peu près. C'est Flotix, et dans ces projets, il y a l'activité des cartels représentée par Alain, mais il y a aussi toujours les laboratoires de Julien Cussorset à Toulouse, et plus des collègues de l'INRA et de Bretagne, l'ELENA toujours, donc Fanny, et une société belge qui va travailler sur l'écotoxicologie. Et après, il y a les projets Solflu, que je vais vous présenter après, où c'est plus ou moins l'équipe DEX qui ont travaillé dedans, donc dedans c'est OFB et INRAE. Donc je vais vous présenter brièvement les objectifs, et il n'y a pas beaucoup de résultats déjà, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Bon, les projets Sol Lake, c'est les plus anciens en fait, se déroulent sur la vallée de la Garonne et la vallée de l'Ariège. Donc en principe, le but était de suivre 16 gravières, dont 8 potentiellement impactées par l'installation des panneaux photovoltaïques flottants. Aujourd'hui, ils ont réduit à 14, et si je ne me trompe pas, il n'y a que 5 gravières qui ont été déjà affectées par l'installation des panneaux photovoltaïques flottants. Donc il y a 2 objectifs. Il y avait la production de cette synthèse dont je vous fais part avec ces graphes-là, et la question était juste d'acquérir de la donnée écologique avant-après, avec cette logique de BASI, Before After Control Impact, donc voir ce qui s'est passé avant, regarder avec des gravières témoins et voir ce qui se passera après. Donc, ils suivent tous les compartiments biologiques que vous pouvez imaginer, donc poissons, amphibiens, invertébrés, macrophytes, et des fonctions écologiques, production primaire, décomposition, les interactions trophiques, les gaz à effet de serre, et le métabolisme, bien sûr. Et c'est les projets qui sont les plus avancés, et je vais vous montrer des résultats déjà. Donc, sur ces graphes-là, on voit la chronique des températures depuis le début du projet, et la ligne en pointillé marque les moments où les panneaux ont été installés. En gros, vous voyez que la température, donc en violet, c'est les gravières témoins, et en bleu ou vert, ce sont les gravières qui vont recevoir les installations de panneaux photovoltaïques. À partir de la ligne pointillée, on voit qu'il y a un écart entre les gravières qui sont installées et celles qui ne le sont pas. Mais on voit quand même qu'il y a des moments où la température est plus ou moins la même, pendant les périodes froides, et c'est à l'été, principalement, quand il y a cet écart qui arrive à une diminution globale d'environ, un degré et demi à peu près. Et
Voilà, et une chose intéressante, c'est aussi que cette température, cette baisse de température, elle est globale dans tous les lacs. Donc ils sont comparés ce qui s'est passé sous les panneaux et à côté, donc avec ce qui monte sur l'image, on voit qu'il n'y a pas vraiment un écart significatif. Donc la suite, c'est les projets Flotix. On continue à acquérir des données, mais cette fois-ci, on va rajouter des volets différents. On va rajouter l'écotoxicologie, quel serait l'impact de la dégradation des flotteurs, qui sont des flotteurs en plastique, et aussi des usages potentiels des produits de nettoyage pour les panneaux. Et aussi de quantifier expérimentalement les conséquences écologiques avec différents taux de recouvrement. Donc toujours les mêmes gravières, toujours les principes basiques. Et cette fois-ci, ils vont utiliser des grands mésocosmes dont dispose l'INRAE à Rennes, et ils vont tester deux taux de recouvrement, 25%, 50%. Et ils vont suivre le même comportement biologique et les mêmes fonctions, qui suivent déjà dans les gravières, dans le milieu plus ou moins naturel. Et après, je vous parle des Solflux, les projets que nous menons, nous, à Aix, sur la vallée du Rhône. L'idée, c'est de se focaliser plutôt pour être complémentaire avec Salt Lake sur les flux de carbone. Donc, on va plutôt déjà identifier ce qui se passe au niveau de ces gravières avant l'installation, et on va focaliser sur quelles seraient les modifications sur les apports, comment ces apports de carbone vont être soit exportés via le gaz à effet de serre, soit l'émergence d'insectes, et comment par exemple ces émergences d'insectes vont impacter les communautés des prédateurs terrestres, notamment les chauves-souris, mais aussi les passereaux insectivores. Donc je vous ai dit, il y a 8 gravières qu'on suit depuis 2023, parce que le projet en fait il va finir en 2025. Pour l'instant, on n'a aucune gravière avec l'installation des panneaux photovoltaïques, donc du coup on a un état zéro génial, mais on n'a pas d'impact. Et du coup, les gravières s'étalent entre Montélimar et Mondragon, d'un bas beaucoup plus. Et bon, on a fait un suivi aussi beaucoup de comportements biologiques. On a des pièces à sédiments pour voir s'il y a une variation de la teneur des carbones, voir l'origine du carbone, si c'est allochtone ou autochtone, voir l'impact sur la production primaire. On regarde le cycle des flux de gaz. Et aussi la partie un peu plus innovante, c'est la partie sur la prédation des prédateurs terrestres. Donc on a mis en place un suivi, on installe des pièces d'émergence, vous les voyez sur la photo, donc il y a ces petites tentes qu'on installe aussi pendant qu'en même temps on enregistre l'activité chauve-souris en collaboration avec la LPO. On n'a pas encore les données, je ne peux pas vous montrer, mais on a déjà des résultats sur un peu le spectre de taille des insectes volants qui sortent, parce qu'on va après devoir voir comment ces chauves-souris changent ou pas leur activité en fonction de la disponibilité ou pas des proies. Et donc il n'y a pas beaucoup plus de résultats, juste vous dire la seule chose que vous pouvez garder comme message, c'est qu'effectivement il y a un changement dans la température. Les travaux sont en cours. Et voilà, merci beaucoup.